Les employés de la compagnie nationale ont observé un sit-in ce jour à Ivat. Leur objectif, la sortie d'Air Madagascar de cette liste noire, sous peine de suspension de tous les vols en provenance de la France. La réédition des législatives dans les 5 districts d'Imbindes, de Marvoy, de Nouzbé, de Sainte-Marie et de Belle-sur-Tirby n'est pas une sanction des infractions à la loi électorale, affirme la CENIT, ou Commission électorale nationale indépendante. Le régime syrien s'est dit prêt hier à coopérer avec la communauté internationale, y compris avec les États-Unis et le Royaume-Uni, pour lutter contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Cool TV. La démission du gouvernement français sonne comme un signal fort vers Erazonar Mapian. Le torchon brûle-t-il entre Madagascar et la France? La visite officielle du chef de l'État malgache dans l'Hexagone ne figure toujours pas dans l'agenda diplomatique. Le remaniement de fond du gouvernement Valls constitue, côté français, une bonne raison d'un report, certes, mais surtout permet à la France de se donner le temps d'attendre. Depuis une semaine, le remaniement, voire le changement du gouvernement Coolroger est clairement évoqué dans la presse malgache. Les dépenses de la compagnie aérienne Air Madagascar ont accusé une hausse de 30% depuis que Madagascar est sur la liste B de l'Union européenne. Les employés de la compagnie nationale ont observé un sit-in ce jour à Ivat. Leur objectif, la sortie d'Air Madagascar de cette liste noire sous peine de suspension de tous les vols en provenance de la France. Michel Aranardon. Les employés de la compagnie aérienne Air Madagascar montent au créneau. Ils réclament le retrait de Madagascar de la liste noire de l'Union européenne. Le cas échéant, ils menacent de ne laisser aucun appareil en provenance de la France atterrir à Madagascar. C'est ce que les employés d'Air Madagascar ont fait savoir lors du sit-in de 3 heures qu'ils ont observé à Ivat ce matin. La classification de la flotte d'Air Madagascar sur la liste noire de l'Union européenne entraîne des difficultés financières au sein de la compagnie nationale, déplore-t-il. Depuis 3 ans, Madagascar a procédé à d'importants investissements, à commencer par la location d'appareils, l'achat des Airbus A340. Des investissements qui ont coûté plus de 30% du budget d'Air Madagascar, le tout pour sortir de la fameuse liste B. La dernière revue technique de la compagnie remonte au mois de mars de cette année. Il faut encore attendre le mois prochain pour connaître la décision de l'Union européenne et être fixé sur le sort d'Air Madagascar. Sur le plan économique, la réalisation budgétaire par rapport à la recette prévisionnelle jusqu'en juillet dernier a atteint 86% pour la Direction générale des impôts. Les efforts déployés pour formaliser le secteur informel sont en cours selon le directeur général des impôts, Tazaf Armand. L'élargissement de l'assiette fiscale ne consiste pas seulement à augmenter le nombre des contribuables selon ses dires. Reportage. La réalisation budgétaire de la DGI a atteint 785 milliards arrière contre 912 milliards en prévision selon la loi de finances rectificative. La DGI contribue jusqu'à 54% de la recette fiscale de l'État. Cela est dû à la diminution des activités après la crise selon le directeur des impôts. Jusqu'à présent, les opérateurs dans le secteur formel se plaignent d'être pénalisés par la concurrence déloyale du secteur informel qui ne paie pas d'impôts. Face à cela, une mesure a été prise par la DGI. Une direction est actuellement en charge de la détection de contribuables potentiels qui se cachent du fisc. Sont concernés les opérateurs dans les secteurs miniers, forestiers et halieutiques. Ce n'est pas la seule solution pour élargir l'assiette fiscale selon Tazaf Armand. L'autre solution consiste à augmenter la base. Il s'agit de détecter les opérateurs qui font des fausses déclarations par rapport à leur chiffre d'affaires ou les salariés par rapport à leurs revenus.
La réédition des législatives dans les 5 districts d'Imbinde, de Marvoy, de Nouzbé, de Sainte-Marie et de Belle-sur-Tirébine n'est pas une sanction des infractions à la loi électorale, affirme la CENIT ou Commission électorale nationale indépendante. Les partiels sont une réponse à des plaintes formulées par des candidats. Trop de ratures suspectes sur les PV, par exemple, laissent planer le doute sur la sincérité des résultats. Un garçon. La CENIT a porté plainte contre un président du bureau de vote dans le district numéro 6 d'Antananarivo. Il n'a pas remis à la Cour électorale spéciale et à la CENIT les résultats de l'élection présidentielle et législative tenue le 20 décembre. La réédition des législatives dans les 5 districts du 29 août prochain n'est pas le résultat d'une plainte de la CENIT. Avec 16 ans d'expérience, le Comité national de l'observation des élections, ou KMF-CNOE, demande à ce qu'il soit autorisé à porter plainte contre les infractions à la loi électorale. Pourtant, jusqu'ici, aucune plainte n'a été déposée en leur nom en raison des divers facteurs contre l'indécision des témoins et le long processus qu'il faut suivre. Cela n'empêche pas de poursuivre leurs activités d'observation. Plusieurs élections ont déjà été effectuées à Madagascar. Jusque-là, toutes les plaintes au niveau de la justice concernant les élections n'ont eu de suite, affirme le juriste Honoré Rakutmanen. Nombreuses sont les lois existant à Madagascar, mais leur application n'est jamais effective, ajoute-t-il. La Constitution de la 4e République explique clairement que la loi est la même pour tous, que ce soit le dirigeant comme pour les simples citoyens. Dans ce cas, tous ceux qui constatent observer une infraction de loi peuvent porter plainte au niveau de la justice. Et puis 160 millions de dollars américains, tel est le budget nécessaire pour la mise en place du TNT ou télévision numérique terrestre à Madagascar. Le poste coûte 2 millions d'ariars à 3 millions d'ariars. D'un autre côté, il n'est pas obligatoire d'acheter de nouveaux téléviseurs. Un processus sera mis en place pour adapter les postes actuels à cette évolution technologique. Un atelier sur la migration numérique à Madagascar s'effectue depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Un atelier de partage d'expériences entre Madagascar et la Guinée. Michel Aranardson. D'après les informations reçues, il faudra 160 millions de dollars américains afin que le projet TNT soit mis en place à Madagascar le 17 juin 2015. Il ne reste donc plus que 10 mois pour le basculement vers la numérisation. Pourtant, la majorité des Malgaches ne comprend pas ces fonctionnalités. TNT ou télévision numérique terrestre est une évolution technique en matière de télédiffusion fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. Par rapport à la télévision analogique terrestre à laquelle elle se substitue, la télévision numérique terrestre permet de réduire l'occupation du spectre électromagnétique grâce à l'utilisation de modulations plus efficaces, d'obtenir une meilleure qualité d'image. La télévision numérique terrestre est à comparer à la télévision numérique reçue par câble ou par satellite. D'un autre côté, la télévision compatible à ce nouveau système est déjà arrivée à Madagascar en janvier 2013. Son prix va de 2 millions d'ariars à 3 millions d'ariars. Pourtant, face à cela, Razaf Maefa Ernirin, directeur du développement numérique, affirme qu'il n'est pas obligatoire d'acheter un nouveau poste puisqu'un adapteur sera mis à la portée de tout un chacun. Le basculement de Madagascar vers le TNT est cependant en cours. Ce sont les parents d'élèves qui assurent le fonctionnement des écoles primaires publiques. Ils doivent payer au moins 180 000 ariars pour assurer le salaire des enseignants FRAM. Et nos EPP n'ont plus qu'un seul fonctionnaire par établissement en moyenne, affirment les membres de l'ANEFA, raison pour laquelle les parents d'élèves sont venus eux aussi manifester avec les enseignants FRAM ce jour à Anous et Zorakotjin. Les frais généraux au sein des EPP tournent autour de 30 000 ariars. Il s'agit en grande partie du droit d'inscription et du salaire des enseignants FRAM. Cette somme pourrait grimper jusqu'à 100 000 ariars dans les lycées privés éloignés. Elle exclut encore les diverses fournitures que doivent acheter les parents. Et même les fournitures utilisées par les enseignants sont également à la charge des parents. Cet enseignant venant de Tsromandi en témoigne.
Les parents d'élèves des EPP sont de ce fait venus au ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui pour réclamer la gratuité au sein des écoles primaires publiques. Selon les explications d'Anatole Ralsan, directeur du cabinet du ministère de l'Éducation nationale, la gratuité de l'éducation de base ne se fera pas encore cette année. Le ministère s'attelle par contre à alléger les charges des parents par le biais des kits scolaires, des cantines scolaires et de bourses pour les enfants les plus démunis. Si l'on se réfère au budget de l'État, le recrutement des 10 000 enseignants FRAM coûte 30 milliards d'ariage. Le ministère ne pourra donc pas répondre aux attentes de ces manifestants, étant donné que le ministère ne dispose pas du budget nécessaire pour recruter les 75 000 enseignants FRAM. Les négociations entamées entre les protagonistes n'ont pas encore abouti et demain les enseignants comptent faire venir dans la capitale leurs collègues des régions. Poursuivons ce journal avec les actualités internationales. Il ne faut pas s'attendre à un changement économique. Une seule ligne devra désormais prévaloir au sein du gouvernement. La crise politique en France relance le débat sur les méthodes de l'exécutif pour sortir le pays du marasme. Politique de l'offre contre celle de la demande, le ministre de l'économie Arnaud Montebourg a fait son choix, ce qui lui a coûté d'ailleurs son poste. Alors, quels sont au juste les enjeux qui attendent le futur locataire de Bercy, son remplaçant? Suivez le reportage de France 24. Garder le cap. Voilà l'impératif imposé au prochain ministre de l'économie de Manuel Valls. Le futur pensionnaire de Bercy pourra ainsi s'appuyer sur les décisions déjà prises, au premier rang desquelles le pacte de responsabilité qui doit encore être mis en place. Il s'agissait d'une des promesses de François Hollande. Je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple. Moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités et en même temps une contrepartie. Plus d'embauches et plus de dialogue social. Le programme du prochain ministre devra donc s'inscrire dans le projet de 50 milliards d'euros d'économies annoncé par le gouvernement. Mais il faudra composer avec la baisse d'impôts prévue en 2014, une réduction qui doit se chiffrer entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros et concerner près de 3 millions de ménages. Les défis économiques qui attendent le prochain gouvernement Valls sont nombreux. Premier chantier, relancer la croissance et le PIB qui stagne depuis 2 trimestres. La production industrielle a reculé de 0,5% entre mars et juin et l'investissement des entreprises de 0,8%. Et surtout, le chômage. Le pays compte 100 000 demandeurs d'emploi en plus depuis le mois de mars. Autant d'obstacles à surmonter dans ce contexte morose. La réduction du déficit à 3% d'ici 2015 semble donc s'éloigner de plus en plus. Les premières annonces devraient concerner le logement. Des mesures pour relancer la construction doivent être annoncées cette semaine. Et pour clore ce journal, Washington déclare que des frappes aériennes en Syrie pourraient être nécessaires pour lutter contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Damas s'est dit prêt hier à coopérer dans ce sens avec la communauté internationale et ce, y compris avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Les détails dans ce reportage de France 24. Dilemme à la Maison-Blanche dans sa lutte contre l'organisation de l'État islamique. Après plus de 90 frappes en Irak, Washington envisage d'étendre ses raids en Syrie. Une action qui aiderait de facto le régime de Bachar al-Assad. Le président n'a pas encore pris de décision concernant une éventuelle action militaire en Syrie. Les États-Unis ne comptent pas aider le régime de Bachar el-Assad. Le régime s'est pourtant engouffré dans la brèche. Il se dit prêt à travailler avec d'autres pays contre le terrorisme, mais rappelle que toute frappe extérieure contre les djihadistes sur son sol serait considérée comme une agression. Nous sommes prêts à coopérer et coordonner avec les pays voisins et la communauté internationale la lutte contre le terrorisme à la suite des résolutions du Conseil de sécurité. Même les États-Unis? Nous accueillons tout le monde. Il y a un an, Barack Obama menaçait de frapper le régime de Damas, accusé d'attaque à l'arme chimique dans la lutte qu'il oppose aux rebelles syriens, mais l'opération n'a jamais eu lieu. Depuis, les combattants de l'État islamique font régner la terreur en Irak et dans le nord de la Syrie. La semaine dernière, les djihadistes ont décapité un journaliste américain. Ils menacent d'en exécuter un deuxième si les frappes américaines se poursuivent. Et restez avec nous sur Cool TV, Mirror and Strass avec Galevida, juste après ce journal, suivi de 2 films, un film dramatique et un film comédie, Belle et A Haunted House
tout. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain à la même heure sur Cool TV. Au revoir.